Bonjour à tous et bienvenue. L'actualité marseillaise a été très dense ces derniers jours. Vous avez dû voir en partie en intégralité la conférence de presse d'André Villas-Boas, l'entraîneur portugais très remonté envers sa direction, à propos de la nomination de Paul Aldridge comme conseiller particulier de Jacques-Henri Hérault, principalement pour vendre des joueurs en première ligue, selon les dires du président olympien. Alors première chose, c'est que c'est arrivé, c'est pas le problème, c'est la manière dont elle a été annoncée, puisque Villas-Boas dit l'avoir appris dans les colonnes de l'équipe, comme le monde entier, ce qui est assez curieux puisque l'Olympique de Marseille a une tendance à communiquer énormément sur tout ce qui se passe dans la vie du club. Arrive une personne aussi importante que Aldridge, et c'est l'équipe qui va pousser Jacques-Henri Hérault à communiquer, et expliquer qu'en effet Aldridge arrive, principalement donc pour aider des ventes en première ligue, mais également l'aider sur divers domaines, notamment pour la fan expérience, comme il aime dire. Donc, ça posait la question de pourquoi cette arrivée a été faite en catimini, et on pourrait parler de plein de choses, des luttes d'influence en interne, du fait que McCourt ne supporte pas Zubizarreta, du fait que Villas-Boas s'est solidarisé quelque part de Zubizarreta qui d'ailleurs lui-même n'hésite pas parfois à faire passer quelques messages à la presse un peu pour les... Bref, il y aurait tellement de choses à dire, du fait que Hérault est quand même complètement perdu, et le fait qu'il soit aussi imbu de lui-même, ça énerve pas mal de monde en interne, parce que c'est toujours lui qui a la solution, il a l'air plus intelligent que tout le monde, d'ailleurs on le voit vu la situation financière de l'Olympique de Marseille sous sa présidence, qui est un trou financier incroyable. McCourt a mis plus de 250 millions d'euros dans le club, sans compter le rachat, je le répète, plus de 250 millions d'euros dans le club, sans compter quand il a racheté, et pour aujourd'hui être en catastrophe, problème avec le fair play financier, potentielle sanction, et donc là aujourd'hui obligé de vendre, puisque l'OM perd beaucoup trop d'argent. Avant, d'ailleurs, petite chose, mais on se rappelle que l'Olympique de Marseille, même avant McCourt, a toujours eu des problèmes financiers et un déficit structurel chaque année, hors qualification en Ligue des Champions. Et que pour avoir les comptes à peu près stables, il faut soit faire une vente après par saison, ou un bon parcours en Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions. Alors là, l'Olympique de Marseille a vécu avec un budget de Ligue des Champions ces dernières années sans se qualifier, avec des ventes bien trop onéreuses, des salaires qui ont explosé, et surtout un problème pour vendre. C'est vrai que c'est pas du tout la spécialité de Zubizarreta. Et à ce niveau-là, faire venir quelqu'un pour aider à ce niveau, même si c'est vrai que le message que tu envoies est catastrophique à ton groupe et à plein d'autres choses, parce que sportivement tout va bien cette année, c'est plus compliqué. Mais au lieu de simplement penser que John Aldridge vient un peu comme un VRP de luxe, avec ses contacts à travers des propriétaires de clubs anglais ou des agents privilégiés en Angleterre, l'analyse elle est pas bonne. Parce que John Aldridge, c'est pas ça, ça n'a jamais été ça. Aldridge il est connu pour deux choses en Angleterre. La première, c'est pour son cas et son implication dans le dossier Mascherano-Tevez à West Ham. Et le deuxième, c'est parce que c'est un spécialiste de l'achat-revente de clubs. Il a travaillé dans 5 équipes, West Ham, Leicester, Manchester City, Sheffield Wednesday et Bolton. Dans 4 de ces équipes-là, c'est lui qui a assuré la transition, l'un de ceux, parce qu'il n'était pas tout seul, entre le propriétaire et le nouveau propriétaire. C'est même lui à Sheffield Wednesday qui a conseillé Milan Mandaric pour racheter le club, c'est lui qui l'a géré. Donc moi, quand on m'a dit, et on m'a présenté Aldridge comme le mec qui va vendre des joueurs, j'ai dit attends, mais c'est pas ça. Aldridge, si vous voulez, c'est un genre de PDG directeur exécutif, plus ou moins président de club, qui s'occupe du business. C'est pas un mec de sportif, hein. Il vient pas remplacer Zubizarreta ou que sais-je. Il a des réseaux, nombreux en Angleterre, et c'est ce qu'on va voir un peu dans cette vidéo, voir un peu ce qu'il a fait, et je pense que ça va vous donner quelques indices sur ce qui se passe vraiment à Marseille. Donc lui à la base c'est un homme de West Ham, il y est resté plus de 10 ans, il était le numéro 2 de Terry Brand qui était le patron à l'époque. Et d'ailleurs West Ham, on disait que c'était un club qui vendait beaucoup, alors on se rappelle l'académie des Hammers avec Ferdinand, Frank Lampard qui sont partis assez rapidement. Et donc les fans lui reprochaient et en même temps d'avoir un profil très discret. Vous allez quasiment rien trouver sur internet, donc même si on voit que beaucoup d'articles sont des Wikipédia+, et Aldridge, vous avez trouvé quoi? On peut voir quand même une interview qu'il a donnée à un fanzine très connu des Hammers en 2005, si je dis pas de bêtises, où il explique d'ailleurs son rôle. Et en fait, l'explication de ce rôle, c'est quoi? C'est que c'est plus ou moins le président du club, hein. C'est le directeur des directeurs, celui qui surveille au bon fonctionnement du club, qui regarde les finances, qui conseille un peu de ça. C'est vraiment ça. Et c'est, en fait, si vous voulez, Aldridge, c'est le prototype parfait du mec de pouvoir dans le foot, des mecs de l'ombre, dont on n'entend jamais parler, mais qui font tourner la boutique. Bref, arrive Tevez Mascherano. Donc à l'époque c'est la TPO et en Europe on connaît pas trop et c'est en fait ce scandale là qui va choquer notamment le monde anglais. La tierce propriété comme ça s'appelle, qui est aujourd'hui interdite, c'était la possibilité pour un tiers de détenir une partie des droits économiques du joueur. Je vous l'ai déjà appelé, je vous l'ai déjà dit, donc admettons je fais fortune parce que je deviens un journaliste agent comme tant d'autres et qui récupère des billets ici et là de manière peu conventionnelle, et qu'il y a un joueur qui coûte 1 million dans un club, j'arrive voir le club, je lui dis moi je vous achète 50% de ses droits avec 500 000 euros. Je leur mets 500 000 euros, ils acceptent. L'année d'après, le joueur il est vendu 2 millions, et ben j'ai récupéré 1 million et eu 1 million, 50-50.
Donc c'est ça en fait l'ATP. Aujourd'hui c'est interdit et je rappelle que n'importe quelle personne pouvait acheter les droits économiques d'un joueur ou même des sociétés basées dans des paradis fiscaux dont l'identité propriétaire était inconnue. Ce qui était propre à toutes les dérives qu'on va pouvoir voir sur Mascherano Tevez brièvement. Je l'ai longuement expliqué dans mon livre La Mano Negra avec les documents à l'appui d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Mais en fait Mascherano et Tevez ils faisaient partie d'un truc beaucoup plus important qu'on appelait le Brazilian Football Project, qui était en fait l'investissement par des oligarques issus de l'ancienne URSS et d'ailleurs qui était en cavale notamment Boris Berezovsky et son acolyte, aka le Robin des Bois géorgien, c'est-à-dire qu'il volait aux Russes pour donner aux Géorgiens, mais quand même il en gardait une partie, les plus belles moustaches de Géorgie, Badri Patakatichvili. Donc en fait les deux, ils avaient racheté en secret le club de Corinthians à travers un système de poupées gigognes, je m'explique. C'est-à-dire quand vous voulez dissimuler votre identité, parce que vous avez quand même un mec, Boris Berezovsky, en termes de criminalité, on était quand même à un niveau très élevé. Hein. Bon, et ben en fait tu fais plein de sociétés, et en fait une société en enrobe une autre, qu'en enrobe une autre, qu'en enrobe une autre, qu'en enrobe une autre. La poupée gigogne. Vous parsemez ça dans des paradis fiscaux avec des prête-noms, souvent des avocats, à l'histoire de couvrir vos pas. Et vous mettez une figure médiatique, qui en l'occurrence était Kia Joorabchian, aka le Playboy de Téhéran, qui d'ailleurs aujourd'hui a récupéré plus ou moins le contrôle d'Arsenal, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques mois. Kia Joorabchian, c'est top 5 agent mondial, élève de Pini Zahavi et plein d'autres choses à dire. Bref, ils avaient récupéré le club de Corinthians et les droits économiques de Tevez notamment. Et donc, ils les ont fait passer à West Ham et ils ont même essayé, donc ça a fait un vrai problème en première ligue, et Aldridge était en première ligne à ce niveau-là. Et alors pour l'anecdote, ensuite ils ont essayé de racheter le club de West Ham, par c'est Badri, notre ami géorgien qui a essayé, et par les moustaches de Patakatichvili, c'est quand même incroyable, il y avait 9,3 millions de pounds promis aux propriétaires et à Aldridge si jamais ils acceptaient ce rachat-là et pas un autre. Donc c'était mené par Kia Joorabchian et Badri. Je vous la fais courte parce que c'est incroyable la vie des oligarques issus de l'ancienne URSS. Bon, ils sont déjà quasiment tous morts. Ils ont blanchi à mort dans le football. Ça a été des mecs de pouvoir. Je rappelle que Berezovsky c'était le kingmaker, le faiseur de roi, l'un des ceux derrière l'ascension médiatico-politique de Vladimir Poutine, avant que Poutine dise aux oligarques c'est pas comme ça, le mec va se réfugier en Angleterre protégé par Scotland Yard. Pour la petite anecdote, Boris Berezovsky qui avait échappé à diverses tentatives d'assassinat, de voitures piégées et autres, et qui signait ses messages parfois le docteur du mal, c'est également lui qui a fait de Roman Abramovich dans le sens niveau argent. Pour ça que Roman Abramovich est the billionaire from nowhere, le milliardaire qui arrive de nulle part, mais non, pas tellement, the billionaire from the kingmaker quelque part. Bref, Boris Berezovsky, le faiseur de tsar, de président ou de cercueil, cela dépend des relations que vous avez avec lui. Un jour, il reçoit Scotland Yard qui toque à la porte, qui est Monsieur Berezovsky, donc pour prévenir des tentatives potentiellement d'assassinat des Russes et que sais-je, et d'empoisonnement. Et là, ils lui sortent. On a listé toutes vos faiblesses, il y en a une, va vraiment falloir faire attention, c'est votre consommation excessive de Viagra. Et donc, j'imagine quand même la scène où t'as Scotland Yard qui toque chez toi pour te dire va falloir arrêter de prendre du Viagra parce qu'un jour ils vont empoisonner le Viagra et la dernière érection ce sera fatale. Donc bon, bref, tous ces gens qui sont d'ailleurs quasiment morts. Donc Badri avait essayé, le Géorgien avait essayé de racheter West Ham à l'époque. Finalement, il va se retirer parce qu'il y avait un petit problème justement de leur combine au niveau légal sur les bonus. Et dans le même temps, lui s'est réinvesti au niveau politique. Il s'est présenté pour l'élection présidentielle en Géorgie, sauf qu'il pouvait pas mettre un pied dans son pays parce que justement il était en danger de mort. Finalement, il va mourir en 2008, si je dis pas de bêtises, d'une crise cardiaque qu'on qualifiera d'un peu énigmatique dans sa demeure anglaise. Berezovsky le suivra dans la tombe plusieurs années plus tard. Suicide, il pareil, s'est pendu dans sa baignoire. C'est une manière comme une autre de se donner la mort. Mais bref, on pourra faire un jour une vidéo spéciale Badri Boris, et pour ceux que ça intéresse, c'est là-dedans. Donc là, comme vous pouvez le voir, les documents ne trompent pas. Ils ont essayé pendant des années de dire que ça n'appartenait pas à eux, ça appartenait à ces gens-là. Donc c'est vrai qu'Aldridge, il est connu à ce niveau-là pour être borderline. Mais attention, c'est pas le seul, loin de là. Ensuite, donc, il part de West Ham, parce qu'ils assurent la revente à un milliardaire islandais, et ensuite il part. Premier achat, pas de problème, c'est lui qui a géré ça avec d'autres. Il arrive à Leicester, dirigé par Milan Mandaric folklorique. Il était à Portsmouth auparavant, où d'ailleurs tu voyais pas mal de transferts entre Portsmouth et West Ham, c'est encore autre chose, Teddy Sheringham notamment, ou Shaka Hislop. Et en fait, il avait revendu Portsmouth à Arkady Gaidamak, et la personne qui avait fait cette vente, c'est Pini Zahavi. Donc, je n'ai pas besoin de le présenter, surtout pour ceux qui connaissent la chaîne. Et vous allez voir, ça a son importance. Donc, il va pas rester très longtemps à Leicester, finalement, notre ami Aldridge. Il va aller à Manchester City, qui avait été racheté par des Thaïlandais, rappelez-vous. Et la personne derrière le rachat des Thaïlandais, c'est aussi un des hommes clés du football mondial, c'est Peroj Piempongsant. Alors Peroj est un Thaïlandais très impliqué dans la vie politique là-bas, mais également qui gère la fortune de divers hommes d'affaires d'Asie du Sud-Est. C'est notamment lui qui a fait des deals de sponsoring pour Chelsea, pour la Coupe de la Ligue anglaise, et qui est impliqué en fait dans divers rachats. Et le conseiller de Peroj Piempongsant dans les activités footballistiques, c'est son grand ami Pini Zahavi. C'est marrant, on se retrouve. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand Zahavi contrôlait le club de Moucron et qu'il a dû vendre en D1 belge parce que ça commençait à sentir le roussi, qui a racheté le club miraculeusement, c'est Peroj avec son fils. Bref, c'est encore autre chose. Et donc, ils vont à Manchester City, sauf que Manchester City va vendre le club à Abu Dhabi, et qui assure la transition notamment? Eh ben c'est Aldridge.
Ensuite, la transition est assurée, il repart. Il va ensuite à Sheffield Wednesday, mais pas que. Selon l'article du Guardian que vous pouvez voir, c'est lui qui a conseillé Milan Mandaric, donc la personne avec qui il était à Leicester, pour racheter Sheffield Wednesday. Donc c'est Aldridge qui a géré le rachat. Ensuite, Sheffield Wednesday a des problèmes financiers, qui arrivent à la rescousse, ça va être encore une heureuse coïncidence j'imagine, mais donc on a des problèmes financiers, mais qui va prêter de l'argent dans ces cas-là? Eh ben c'est Pini, eh oui c'est Pini Zahavi, un agent, mais également banquier, visiblement, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ensuite, le club a été revendu, donc c'est Aldridge qui gère un peu le rachat. Et ben d'autres Thaïlandais, conseillés par notre ami Perroge, qui d'ailleurs a mis son fils dans le board du club à l'époque. Donc là, selon divers témoignages de personnes qui ont travaillé à l'époque avec avec Sheffield Wednesday, Aldridge était là pour parler gros sous. Attention, c'est pas du tout un directeur sportif et tout, c'est un mec qui, on va dire, a une vision panoramique du club et qui surtout va te présenter le bébé de manière la plus propre possible afin de valoriser ton actif pour optimiser la revente et optimiser les intérêts du propriétaire. Après sa mission à Sheffield Wednesday, il part donc à Bolton, et là j'ai interrogé un journaliste d'investigation anglais qui avait travaillé sur le sujet, et donc je vais vous citer ce qu'il nous dit. Sachant que Bolton est dans une situation catastrophique. Il a fait un boulot plus que raisonnable à Bolton et surtout il a fait ce pourquoi il était payé. Garder le club en vie le plus longtemps possible afin justement d'attirer quelqu'un capable de racheter le club. Il bossait pour un escroc appelé Ken Anderson qui a justement profité de la crise financière de Bolton pour en récupérer le contrôle. Anderson a mis Aldridge en charge et c'était quasiment un job impossible puisqu'en fait le propriétaire ne mettait pas du tout d'argent. Donc en fait son seul but c'était de vendre le club le plus vite possible, ce que finalement il va réaliser. Dans l'industrie footballistique, il était reconnu par beaucoup que Bolton était vraiment ça de disparaître et donc Aldridge mérite du crédit parce que justement il a réussi à diriger le club dans des circonstances quasiment impossibles. Donc le propriétaire était détesté mais on n'avait rien à cirer. Aldridge n'était pas monsieur populaire mais il était respecté. Globalement, c'est un des directeurs exécutifs du football plutôt mercenaire, tu vois. On va dire ça comme ça. C'est pas le meilleur et c'est certainement pas un saint, mais c'est pas le pire non plus. Il est même sans doute meilleur que la moyenne. Donc Aldridge est très connu ici et très connecté, ça fait 25 ans qu'il est dans le business. Et quand Anderson avait besoin plus ou moins d'un PDG, puisqu'il vivait à Monaco et il ne pouvait plus retourner à Bolton, autrement il allait se faire attaquer par les fans, et ben il a appelé Aldridge pour venir à sa rescousse. Et donc quelque part c'est un peu à son crédit, je pense, parce que les fans ne sont pas retournés contre lui. Il n'était pas très populaire non plus, attention, mais il n'y a jamais eu non plus de gros problèmes. Donc il a permis au club justement de rester un petit peu en vie, il a licencié quelques joueurs, il a voilà, quelques ventes, mais pas plus. Il a, on va dire, c'est ça. Il essaye de sauver la situation. On remarquera que dans tous les clubs où il est passé, il y a eu quand même des problèmes financiers, comme actuellement à l'OM d'ailleurs. Il aide un peu sur une ou deux ventes, mais surtout il va aider un peu sur le business, des trucs commerciaux. Il va regarder, c'est un peu le conseil du propriétaire tout le temps. Et là c'est exactement son rôle à l'OM, mais ça pose question. On nous le présente comme un VRP qui va vendre des mecs, sachant que si tu veux vendre des joueurs en Angleterre, pourquoi tu ne mandates pas les plus grands? Base Soccer, l'agence, le Stellar Group de Jonathan Barnett, Zahavi, Jorapchian, Mendes qui contrôle Wolverhampton et Nottingham Forest. Bref, t'as le choix quand même. Donc ça pose vraiment question, est-ce qu'il est vraiment là pour vendre des joueurs ou pour autre chose? Est-ce qu'il est là pour faire une cure d'austérité nécessaire vu l'état financier du club ou pour l'amorce d'une revente? Je pense que ça se pose la question parce que dans le milieu, on sait que McCourt, s'il y a une bonne offre, il va écouter. Il a mis déjà plus de 250 millions sans compter la revente. Vous, vous doutez bien qu'aujourd'hui, il peut aussi retrouver ses billes. L'OM, si tout se passe bien, sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc quelque part, ton actif, tu vas essayer de le valoriser pendant quelques mois parce qu'aujourd'hui, l'OM, c'est quasiment invendable. Vu les déficits générés d'année en année à cause de cette masse salariale exponentielle, le fait que l'OM vend très très mal aussi, c'est quand même une donnée, vend très très mal. Et même la vente de Zambo, qui est en Angleterre, qui était donc la dernière vente de l'OM en Première Ligue, c'est un miracle avec plein d'intermédiaires de Mackay, Zahavi et tant d'autres. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que tu nommes un gars que tu vas vendre tes joueurs en Angleterre, ça se passe pas comme ça le marché. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a une étude de la BBC dont je vous avais parlé. Le nombre de transferts en Première Ligue, il diminue chaque année, les clubs sont de plus en plus exigeants. Alors bien sûr, tu as des clubs qui sont mafieux et qui vont faire des deals juste pour l'enrichissement personnel. Mais t'as pas que ça aujourd'hui. Et tout le monde va envoyer des joueurs en Première Ligue. Les Belges, les Néerlandais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands. On pense tous que c'est l'Eldorado alors que c'est une chimère et qu'aujourd'hui, le nombre de candidats à aller en Première Ligue, ils sont de plus en plus faibles. Pourquoi des joueurs de l'OM plus qu'un autre? Et sachant qu'il y a aussi un deal, c'est avec les agents des joueurs. Est-ce que certains vont être d'accord s'ils touchent pas ce qu'ils veulent? Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là et c'est une illusion que Hero, je pense, a. Mais bon, vu qu'il pense savoir mieux faire que tout le monde, même les spécialités footballistiques, c'est encore autre chose. En tout cas, l'arrivée d'Aldridge, elle pose vraiment question et je terminerai aussi sur une chose. C'est vrai qu'il a bossé avec Zahavi, qui a Jorapchian et d'autres, mais pas que. Aldridge, c'est un mec qui a bossé avec plein de personnes. Comme je vous dis, il y a un côté très borderline, on l'a vu sur le TVS Mascherano, parce qu'en plus, il a même été admis qu'il a menti éhontément au patron de la Première Ligue à l'époque, parce que justement, ça avait fait un scandale cette affaire-là en Angleterre. Il y a plus de 10 ans maintenant. Mais de l'autre côté, il a fait un bon job quand justement il fallait maintenir les clubs lafaux, principalement à Bolton. Alors des fois c'est cynique, etc. Mais ces mecs-là, comme je vous ai expliqué, mon ami thaïlandais Perroge Piempong Sant,
Ce sont ces mecs-là qui te font tourner la boutique au final dans le foot. On les voit peut-être jamais, ce sont des hommes de l'ombre, ce sont les conseillers des propriétaires, c'est ceux qui aident pour les rachats, qui parfois font des transferts, des deals commerciaux, des deals marketing, de droite et ou que sais-je encore. Ceux qui tiennent les clés de la boutique, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas les joueurs. Et donc l'OM aujourd'hui rentre de plein pied dedans. Et quand on se dit que son arrivée a été faite en catimini, et c'est de par l'article de l'équipe que Jacques-Henri Roy a dû communiquer, ça nous permet de poser beaucoup de questions, et surtout vis-à-vis du rôle d'Aldridge. Donc voilà, j'ai pas les réponses, hein, mais ce que je peux vous dire c'est que oui, McCourt écoutera s'il y a des offres, ça tout le monde le sait dans le milieu de toute façon. Et surtout, vous n'avez pas amené un VRP qui va vendre des joueurs, vous avez amené un mec qui est connu pour être conseiller des propriétaires et qui est également spécialisé dans l'achat-revente de clubs. D'ailleurs, j'ai parlé avec Aldridge il y a 2 jours par message, donc ça a été assez bref. Et je lui ai donc posé la question, parce que moi j'ai entendu que c'est McCourt qui le ramène quelque part. Alors je sais pas qui fait le lien, ça par contre c'est une vraie question. Il m'a pas démenti, mais apparemment il m'a mis à mon nez, Romain, je veux clarifier quelque chose. J'en me réfère qu'au président. Je dis Jacques-Henri Roy, il me dit oui. Et à la fin d'ailleurs, il me dira qu'il ne vient pas normalement pas habiter à Marseille, malheureusement, parce que je lui ai dit ça va être quand même mieux que d'habiter dans le sud de la France qu'à Bolton. Et bien non, je n'ai pas eu là. Donc il vient pas pour gérer le club au quotidien. Et donc ça nous laisse penser pas mal de choses en tout cas. Voilà, je vous laisse avec tout ça, chacun tirera ses conclusions, mais je pense que c'est important de comprendre qui est John Aldridge, à la fois pour la situation de Marseille, et également pour comprendre un peu mieux comment ça se passe l'industrie footballistique. Sur ce, j'espère que vous allez passer un bon week-end, et je vous dis à bientôt.